En fait, elles étaient amies depuis très longtemps, et elles étaient devenues très proches. Leurs mères respectives se considéraient également comme des amies et des sœurs, même si elles vivaient dans des régions différentes. Opokuya avait rencontré Kubi alors qu'elle faisait encore ses études d'infirmière. Ils s'étaient mariés l'année où elle avait obtenu son diplôme. Sa qualification de sage-femme viendrait plus tard. L'aînée des enfants, une fille, était un peu plus jeune que le premier certificat professionnel de sa mère. Elle faisait ses études dans un internat privé ainsi que le deuxième des enfants, un garçon. Les deux plus jeunes, des garçons également, étaient encore à l'école primaire ou vivaient avec leurs parents. Opokuya et Kubi vivaient à Sweet Breeze Hill. Ce quartier avait été le plus prestigieux de la zone résidentielle coloniale. Elle habitait le même vieux bungalow colonial du géomètre, construit dans les années 30, et Opokuya avait toujours conscience des différents esprits qui peuplaient aussi la maison. Il y avait celui du premier géomètre, qui avait probablement choisi cette colline parce qu'elle était la plus agréable à vivre pour eux, les fonctionnaires anglais, qui avaient été envoyés dans ces régions mortellement infestées de moustiques pour administrer les territoires au nom de leur gracieuse majesté et d'une manière générale civiliser les autochtones. Ceux-ci, un groupe qui vivait dans cette partie de la côte de Guinée et l'autre à l'intérieur des terres, avaient la réputation d'être les indigènes les plus sauvages et les plus indomptables de tout l'Empire britannique. Pourquoi était-ce ainsi? Personne ne le savait. Mais c'était vrai. Finalement, les Anglais avaient débarqué en assez grand nombre, amené leurs épouses, ils avaient vécu proches les uns des autres, occupant ainsi une position stratégique pour combattre les indigènes avec des armes, les moustiques, avec de l'alcool, et l'ennui général avec des femmes. Bien sûr, ils pouvaient toujours importer femmes et alcool du pays, et le faisaient souvent. Mais ensuite, l'approvisionnement local en ces deux produits avait été plus que suffisant. Alors à la fin, ils interdirent l'alcool local pour obliger les indigènes à acheter du gin anglais et du whisky écossais à des prix exorbitants. Ils en profitèrent ensuite pour s'approprier les femmes de la région. D'autres esprits peut-être plus proches peuplaient la maison des Dakwa, même si parfois elles se demandaient s'ils pouvaient être qualifiés de bienveillants juste parce qu'ils étaient africains. C'est comme ils veulent, se murmura-t-elle à elle-même. Tu n'es pas en train de te parler à toi-même, non? Lui demanda Kubi, alors qu'ils revenaient dans leur chambre après avoir pris son petit déjeuner. Oh, tu m'as fait peur, protesta Opokuya. Si je devais être en train de me parler, confessa-t-elle. Et quel est le problème maintenant? Demanda Kubi, très sensible aux humeurs d'Opokuya. Je n'en suis pas sûr moi-même. En tout cas, je pense que ces conversations intérieures, qui parfois franchissent mes lèvres, n'ont vraiment rien à voir avec ce que tu appelles mes problèmes. Mais qu'est-ce qu'il y a ce matin? Poursuivit Kubi. Probablement la même chose qu'hier, c'est-à-dire comment organiser les trajets avec la voiture. La chose était dite, sachant que c'était l'une des rares zones de friction dans leur mariage. Heureux par ailleurs, Opokuya détestait soulever cette question. Mais elle y était obligée. Chaque matin, cependant, tous les deux considéraient le problème de la voiture comme quelque chose de très simple. Kubi pensait, comme ses collègues de bureau et les fonctionnaires en général, qu'il devait aller en voiture à son travail, surtout depuis que le gouvernement les dédommageait des frais d'essence et d'entretien. Et d'ailleurs, dans la plupart des bureaux régionaux, il y avait toujours une place de parking réservée pour le géomètre. Il était convaincu que la voiture devait rester là toute la journée. Il la prenait à 12h30 pour aller déjeuner chez lui. Il la reprenait ensuite à 13h45, la garait, la laissait sur le parking le reste de l'après-midi, jusqu'à ce qu'il rentre à la maison à la fin de sa journée de travail.
même s'il se déplaçait à l'extérieur pour son travail. Il insistait pour que la voiture reste garée à sa place toute la journée, jusqu'à ce qu'il revienne de la brousse ou d'ailleurs et qu'il reprenne le volant pour rentrer chez lui dans la soirée. Opokuya devait aller travailler et revenir à la maison avec le bus de l'hôpital. Opokuya trouvait tout cela absolument ridicule et même insensé. Une voiture était faite pour être utilisée. Comment faire sans sa propre voiture? Elle qui travaillait à plein temps, un travail médical de surcroît, et qui s'occupait d'une famille aussi nombreuse. Se rendait-il compte du nombre d'allées et venues qu'on devait faire pour nourrir et habiller 4 enfants? C'est une question d'éthique. Quoi? Parfaitement, c'est une question d'éthique. Qu'y a-t-il d'éthique? C'est du bon sens. Qu'est-ce que tu veux dire par bon sens? Tu te moques de moi? C'est moi qui récupère les frais de déplacement et d'entretien. Tu voudrais que je te laisse conduire tous les jours pour aller au marché? Mais parce que tout le monde le fait, nous devons le faire aussi? S'il te plaît, Koubi, écoute-moi. D'accord, je ne me moque pas de toi. Ensuite, tu sais bien que je ne cherche pas à te dire que tu devrais me laisser conduire la voiture alors que c'est l'État qui paie. Qu'est-ce que tu veux dire alors? Si tu me laisses finir, s'il te plaît, refuse l'argent. Quoi? Mais quelle idée! Je suis un fonctionnaire qui a de l'ancienneté, et les indemnités pour la voiture font partie des avantages auxquels j'ai droit. Ce que j'essaie de te dire, c'est que comme j'ai besoin, moi aussi, de cette voiture pour m'occuper convenablement de la famille, s'il te plaît, renonce aux indemnités. Avec ton salaire et le mien, on devrait pouvoir l'entretenir nous-mêmes. Comme ça, il n'y aura aucune raison de culpabiliser quand je la conduis. Tu parles toujours comme si tu étais la seule personne à avoir un salaire ici. Oh, disait-elle, d'une voix pleine de toute la tendresse qu'elle ressentait pour son mari. Maintenant tu deviens juste. Tu sais très bien que je ne parle pas d'argent. Je parle juste des hauts et des bas que je dois surmonter chaque jour pour m'occuper de la famille. Chaque fois qu'Opokuya se plaignait de l'attitude insensée de son mari, au sujet de la voiture, à ses collègues femmes, celle-ci compatissaient en hochant la tête, en face d'elle, et se moquait d'elle dans son dos. À leur avis, c'était elle, Opokuya, qui était folle ou déraisonnable.